Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va et vous? Écoutez, pas mal. Toujours heureux d'avoir les vraies voix citoyennes le lundi soir. Absolument, avec Aurélie Gros, coprésidente du G500, l'ONG citoyenne. Ça va, Aurélie Gros? Bonjour à tous les deux, ça va très très bien. On pense à Stéphane Pellet. On pense à Stéphane Pellet et on pense surtout à nos agriculteurs aujourd'hui. Absolument, entre autres. Entre autres. Pas mal de choses à dire. Pas mal de choses à dire et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler très prochainement dans les vraies voix citoyennes. Dites donc, vous êtes en train de réfléchir à une petite spéciale? Ah, c'est déjà acté. Ah d'accord, très bien. Allez, au sommaire de cette émission, près de 300 000 personnes en France se trouvent sans logement. En France, la crise du logement atteint un niveau critique. Près de 200 000 individus trouvent refuge dans des centres d'hébergement, un chiffre qui ne reflète qu'une partie de la réalité. À cela s'ajoutent les hébergés à l'hôtel social et en tout cas les personnes qui dorment dans la rue, faute de solution. Au total, on peut estimer à 300 000 le nombre de personnes sans logement. Julien Paris sera avec nous, un fondateur de l'association Grandissons Ensemble, pour en parler et on est ravis de l'accueillir. Aux Bonsoir. premières heures du samedi 7 octobre, le groupe terroriste palestinien Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël. 1400 morts et plus de 200 otages selon les autorités israéliennes. C'est le bilan des attaques donc du samedi 7 octobre dernier. Depuis plus d'un mois, des frappes aériennes israéliennes continuent et une opération terrestre a commencé également, tuant des milliers de personnes et causé des dégâts dévastateurs dans la bande de Gaza. Anna Assouline, fondatrice des Guerrières de la Paix, est à nos côtés. Et on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Oui, je suis content pour avoir le nouveau logement, mais ce que je suis pas content, c'est qu'ils nous ont mis dehors avant la date du logement. Comment on va faire, en fait? C'est la seule question que je me pose. En fait, là, j'ai envie de pleurer. Aurélie Gros, forcément, le son qu'on vient d'entendre est... Il n'y a pas de mots terribles. Hein. Il n'y a pas de mots terribles. Et quand on parle de 300 000 personnes qui n'ont pas de logement en France, en fin de compte, c'est un peu plus que les habitants de Montpellier. C'est pour représenter une grande ville française. Et on peut y ajouter tous ceux qui sont logés dans des logements pas déclarés, qui sont logés dans des gourbis. C'est quand même assez hallucinant. Donc c'est vrai qu'on a échangé avec Grandissons Ensemble, qui eux ont une méthode qui effectivement permettent à des personnes sans logement de trouver hébergement. Il y a des enfants, il y a des femmes, mais à côté de ça, favorise aussi le vivre ensemble, essaye de les inclure dans la société, et ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que leur action, elle va beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Donc bonjour Julien. Racontez-nous un peu le démarrage de cette association, parce que chez vous, c'est plus qu'une association, c'est un engagement, c'est une vie même. Oui, ça a l'air. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir ici pour très proche du micro. Pardon, on vous perd. Oui, pour nous donner la parole. Je tiens tout d'abord à ajouter un chiffre à ceux que vous avez déjà donné. Vous parlez de 300 000 personnes. En réalité, la crise du mal logement en France représente 4 millions de personnes. Ça va des personnes qui sont hébergées par de la famille, hébergées par des amis, aux cas les plus vulnérables et les plus précaires en situation de rue. Nous, on intervient généralement sur les plus précaires et les plus vulnérables. Nous, on parlait vraiment de l'urgence absolue là. Oui, je sais, mais je tiens quand même à préciser ce chiffre parce que c'est important quand on le met à l'échelle de la population nationale. Ça représente quand même un pourcentage assez important. Oui, 4 millions, c'est important. Oui, c'est énorme. En ce qui concerne Grandissons Ensemble, c'est une association qui est née en 2017, qui a commencé en étant une association de faits. J'étais à l'époque bailleur pour le compte de différentes associations qui aujourd'hui sont partenaires, des grosses associations qui justement accompagnent des publics précaires et vulnérables.
Et à cette occasion, justement, de l'inclusion, comme on en a parlé juste avant, ils m'ont sollicité pour leur journée portes ouvertes et ils m'ont demandé de leur prêter leur parking pour organiser un tournoi de foot. Moi qui viens du milieu du football initialement, j'aurais dit mais on peut peut-être avoir un terrain de foot, ça serait peut-être un peu mieux. Et cette journée-là, donc qui a été organisée en partenariat avec le groupe SOS Solidarité, on l'a appelé Grandissons ensemble. Et du coup, Grandissons ensemble est né en 2017 avec tout un tas d'actions autour du sport, autour de la culture. Et après, derrière, on a développé justement nos activités jusqu'à en faire de l'accompagnement, justement là maintenant des personnes qui sont dans des situations les plus précaires et les plus vulnérables. Mais comment est-ce qu'on tombe dans la situation la plus précaire, la pire, c'est-à-dire la rue ? Comment ça se passe ? Parce que moi, j'ai entendu des choses, des gens qui étaient 4 sup et qui se retrouvent à dormir sur le quai du métro. Alors, vous faites bien de poser cette question. Pourquoi ? Parce que généralement, c'est pas un seul facteur. C'est multifactoriel. Voilà, tout à fait. Dernièrement, j'ai pu échanger avec une personne qui était en situation de rue. La perte de son emploi, sa femme qui le quitte, enchaîné avec un gros problème de santé. Ces 3 facteurs ont fait que c'était quelqu'un qui était remarquable et qui m'a impressionné par son discours et ses idées. Il me dit je me retrouve là à faire la manche en fait, à vous demander 1 euro, 2 euros. Donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui. J'avais participé il y a 2 ans à la Nuit de la Solidarité. On se rend compte que ça peut toucher n'importe qui. Comment les aider ? Parce que j'imagine que votre rôle est primordial et il y a énormément d'associations aussi qui jouent le jeu dans le but de trouver des solutions et d'endiguer ce problème. Votre rôle au quotidien, c'est quoi ? Alors nous, on appelle une association opérateur du service public, c'est-à-dire que nous, l'État, à travers les préfectures, nous sollicite justement pour mettre des dispositifs en place. Je vais pas vous les citer parce que c'est des acronymes à Ce qui s'est passé en exemple peut-être à Juvisy dernièrement avec le centre d'hébergement, du moins l'ouverture du gymnase pour les femmes. On vous a appelé. Oui, tout à fait. Il y a plein de dispositifs comme ça qui sont mis en place dans différentes communes, dans différents départements. Là, c'était dans le cadre du plan Grand Froid. Les services de la DETS du 91, donc la DETS, c'est la Direction départementale d'emploi, des travails, des solidarités, m'appellent à 15h15 en me disant à 16h30, il faut qu'on mette 50 femmes à l'abri. Il y a 50 femmes qui risquent de dormir dehors ce soir. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et là, on essaie d'intervenir le plus rapidement possible en mettant des médiateurs en place, une équipe sociale en place et de mettre tout le nécessaire pour que... Qui vous aide aujourd'hui ? Sur qui vous pouvez compter ? Sur les élus, sur d'autres liens associatifs, c'est quoi ? Alors, il y a tout dans l'urgence comme ça. Dans l'urgence comme ça, il y a déjà tout un tissu social, on va dire, qui est mis en place avec des partenaires. Et c'est au-delà de partenaires, parce que c'est pas que des associations, c'est aussi des entreprises, c'est aussi des citoyens qui s'engagent. Parce que, pardon de vous couper, il faut des couvertures, il faut du matériel. Oui, alors il y a une partie qui est fournie, par exemple par la Croix-Rouge, sur tout ce qui est les lits, les couvertures, c'est fourni par les services de la Croix-Rouge avec des kits hygiène. Tout ça, c'est eux qui nous le fournissent. Mais il faut bien trouver des médiateurs pour pouvoir accueillir les personnes. Il faut bien trouver des assistantes sociales pour pouvoir savoir à qui on s'adresse et dans quelle situation sont les personnes. Et en fait, tout ça, c'est des citoyens et des citoyennes qui sont engagés au quotidien et qui sont prêts à répondre quand il y a un besoin. Donc ça va au-delà de l'association. Vous avez des bénévoles, j'imagine ? Alors, nous, au niveau de l'association, on n'a pas trop de bénévoles, mais il y a beaucoup de bénévoles qui s'engagent, notamment dans les communes. Allez, on fait une petite pause, on en parle dans quelques instants. Avec vous, Julien Paris, de cette association Grandissons ensemble. Vous êtes bien, c'est les vraies voix citoyennes. On est ensemble avec Aurélie Gros et bien entendu Philippe David jusqu'à 20h. On parle citoyenneté, mais on parle aussi engagement, on parle de don de soi avec cette association. Julien Paris est avec nous, l'association Grandissons ensemble, qui est un très joli nom d'ailleurs. Je regrette de ne pas avoir eu cette idée avant vous. Aurélie, cette association qui fait plein de choses, les actions, on va revenir justement sur les actions. Julien Paris, on parlait de toutes ces personnes vulnérables qui aujourd'hui arrivent dans un moment de leur vie qui est
de vivre sans logement, ce qui est quand même assez terrible. Vous évoquiez le chiffre aux alentours de 4 millions de personnes aujourd'hui qui ont un problème de logement. Alors c'est ou effectivement dans la rue, ou c'est dans les hôtels d'urgence, ou chez un parent. Ça reste des gens qui sont aujourd'hui sans logement. Quelles sont les actions aujourd'hui qu'on peut mettre en place, ou en tout cas peut-être que vous mettez en place pour trouver des solutions? Est-ce que il y a des solutions qui sont facilement trouvables? Déjà la base c'est le logement, c'est le principe de sécurité. J'ai rien inventé. La pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont basiques. Tout à fait. Mais sans travail, pas de logement. Oui. Mais sans logement, pas de travail. Oui. C'est un peu un cercle vicieux. Oui, ou un cercle vertueux quand ça fonctionne. Mais ça peut être tout de suite un cercle. Donc c'est d'abord l'hébergement d'urgence pour ensuite pouvoir se stabiliser. Déjà, c'est la mise à l'abri. C'est-à-dire que l'hébergement d'urgence, c'est de la mise à l'abri. Les gens, c'est pouvoir leur offrir un sas et de pouvoir souffler. Déjà dans un premier temps, parce que c'est pas simple. Et pour avoir écouté bon nombre d'entre eux ou d'entre elles, c'est toujours des histoires un peu complexes et particulières. De pouvoir d'être à l'abri maintenant, d'être accompagné, d'être pris en main, c'est toujours plus facile quand il y a une main qui se tend. Voilà, tout à fait, exactement. Nous avons avec nous quelqu'un que les amateurs de football connaissent bien, Ludovic Sylvestre, qui a été footballeur professionnel. Vous avez terminé votre carrière en 2018 au Red Star. Bonsoir. Bonsoir. Vous me passez l'expression, on peut dire que pour cette belle association, vous avez décidé de mouiller le maillot. Alors expliquez-nous comment vous mouillez le maillot pour eux. Vous jouiez milieu récupérateur relayeur, ça s'impose, il faut vraiment mouiller le maillot. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Oui, pour le coup, c'est vrai que quand je jouais encore au football, je courais beaucoup. Mais c'est vrai que avec Julien, vu qu'on se connaît depuis très longtemps, nous sommes des amis d'enfance, et c'est vrai qu'il m'a sollicité pour pouvoir mettre mon petit grain de sel dans cette association. Donc moi, c'était particulièrement pour le sport, parce qu'on sait forcément et tous que le sport est un facteur d'inclusion. Et voilà, donc moi j'ai répondu tout de suite présent. Et Julien me connaît et sait que lorsque je m'engage, j'essaie de faire les choses à 100%. Donc voilà, je suis vraiment heureux et fier de pouvoir faire partie de cette aventure en tout cas. Il a raison, vecteur inclusif. Le sport aussi permet à chacun d'abord de retourner dans une équipe, parce que quand on est dans la rue, on est souvent seul. Et la notion d'équipe, d'entraide, les valeurs en tout cas associatives et du sport sont très communes. Oui, tout à fait. Ludovic fait preuve d'une grande humilité, comme à l'époque où il était joueur. C'est un poste de humble, un récupérateur relayeur, c'est comme arrière latéral. Oui, mais Ludovic est un joueur très technique. Il a joué avec Ronaldinho. À un moment donné, on peut être aussi un peu fantasque. Mais c'est clair. Surtout dans les afters. Mais je vais donner un exemple très concret pour que ça soit plus parlant. Grâce à Ludo et sa connaissance du milieu du sport, en grandissant ensemble, a permis d'avoir un partenariat avec le groupe Le Five, qui est un groupe qui propose des structures de terrain de foot à 5 sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nos bénéficiaires peuvent y accéder de manière gratuite, en profiter tout à fait de manière gratuite la journée dans les heures creuses. Et on a souhaité pousser encore plus loin le projet, le partenariat plutôt, où aujourd'hui nos partenaires, d'autres associations de type Emmaüs, France Terre d'Asile, Groupe SOS Solidarité et j'en passe, peuvent aussi bénéficier de créneaux gratuits avec le groupe Le Five. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'acteurs qui sont engagés, Le Five en fait partie, et tout ça en fait c'est juste des connexions. Ludo a permis cette mise en relation, et au final, quand on parlait de citoyens engagés, qui est très importante. Mais bien sûr, et quand on voit le résultat, quand on participe à une session, à une séance, c'est assez incroyable, parce que les gens retrouvent tout de suite le sourire, le dépassement de soi, la confiance et l'esprit de groupe, en fait. C'est-à-dire que cette cohésion qui est très importante aussi, qu'on retrouve dans le sport. Alors forcément, Ludovic Sylvestre, on se dit toujours que aider les autres qui vous ont soutenu, quand on est sportif de haut niveau, on se dit que peut-être que dans les stades, certaines personnes sont aujourd'hui dans la rue. C'est une façon aussi de rendre aux autres.
Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est aussi à ma manière, voilà, de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre ma pierre à l'édifice. Et c'est vrai que on sait que particulièrement le football, c'est vraiment le sport le plus populaire. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait pas mal d'actions justement au Five et avec des résidents, on a tout de suite vu le sourire aux lèvres et l'envie de pouvoir de tout simplement de jouer ensemble et de profiter de ce moment-là. Donc c'est ça qui fait vraiment chaud au cœur en fait. Juste pour rebondir sur ce qu'il disait Julien Paris, j'imagine qu'après une séance de sport, le mental revient certainement chez certains et de leur donne envie ou du courage ou ça dynamise forcément, ça a un impact sur l'humain. Oui, bien sûr, on sait que le sport, pardon Julien si je t'ai coupé, mais je voulais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que le sport, c'est vraiment quelque chose qui nous donne la pêche, quoi. Donc forcément on est fort. À chaque fois on est content lorsqu'on sort d'une séance ou lorsqu'on fait un peu de sport. Donc je pense que ces personnes-là aussi le sont et c'est toute la magie du sport et aussi du football, quoi. Nous sommes en compagnie de la marraine de cette belle association. Bonsoir Juliette Fiavet. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors vous êtes marraine de cette belle association Grandissant Ensemble. Il y a aussi le lifestyle, il fallait que je reprenne mon anglais, festival, les ciné-débats. Allez, racontez-nous votre engagement et le Lifestyle Festival. Alors c'est un engagement global en fait, c'est un engagement idéologique, dirais-je avant tout, parce qu'il est vrai que les actions humanitaires associatives se multiplient et c'est tant mieux. Mais on oublie souvent, on donne souvent, on donne souvent des premières nécessités, des aides d'urgence en fait aux personnes dans le besoin. Mais c'est vrai qu'on oublie que sont avant tout des êtres humains et que c'est bien d'avoir un toit en effet, de pouvoir se nourrir et d'être au chaud. Mais on oublie aussi que l'être humain a besoin de distraction. Ludovic parlait évidemment de sport, d'état d'esprit de groupe et de rencontres. Et puis la culture, évidemment, fait complètement partie de l'épanouissement d'un être humain, quel qu'elle soit. Moi, mon domaine de compétences et de l'ordre de la culture. Et du coup, avec Julien, on s'est dit que c'était une belle idée que de pouvoir proposer l'accès à la culture à des personnes en détresse et dans la difficulté. Peu de gens, finalement, sur une cartographie, même franco-française, peu de gens ont la possibilité de pouvoir se payer un ticket de concert à 40 €. Peu de gens ont la possibilité de rencontrer des personnalités, d'aller voir des conférences, ne serait-ce que par manque de moyens. De toute façon, ça c'est le premier problème. Et puis simplement par manque de connaissances et de possibilités, en fait, et d'ouverture. Et c'est vrai que toute l'idée était de se dire, voilà, il n'y a pas meilleur vecteur de communication au monde que la culture. Aujourd'hui, on parle, je sais pas, il y a un tas de mots. On parle d'intégration, on parle de solidarité, on parle d'inclusion. Et c'est vrai que la culture permet évidemment de faire sauter toutes les frontières. Et c'était aussi important de pouvoir apporter, à travers un festival, une bouffée d'oxygène à des personnes qui en ont bien besoin. Donc, l'idée du Live Festival, c'est d'amener des artistes très très connus qui font des Bercy, des Zénith, et de donner la possibilité à des personnes en détresse de pouvoir avoir accès à tous ces grands artistes d'une façon très intimiste. La parole à Aurélie Groux, qui d'ailleurs, on a parlé de Bercy, chante très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de sport, on parle de culture, on parle en fin de compte de favoriser le vivre ensemble, et c'est vrai que l'association Grandissons Ensemble, pour le coup, permet d'inclure, de répondre à l'urgence, puis de réinsérer aussi toutes ces personnes, de leur faire côtoyer d'autres personnes qui vont bien, peut-être aussi d'augmenter la solidarité, la citoyenneté, et ça remet un peu le berger dans la bergerie, si je puis dire. Mais Julien, j'avais une question par rapport au mal logement en France, parce que là, il y a le logement d'urgence. On avait dit en 2017 qu'il n'y aurait plus personne dans les rues. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Hein. Au contraire même, ça augmente. Et on sait qu'on est en pleine crise du logement. Vous avez une solution à proposer au gouvernement qui pourrait changer les choses et qui pourrait faire avancer, peut-être s'appuyer plus sur les associations encore? Surtout que nous avez promis 0 SDF il y a quelques temps. Il nous reste 30 secondes, les amis. Moi, j'ai pas de solution miracle. En réalité, je pense que aujourd'hui, dans nos sociétés, j'insiste sur le pluriel, dans nos sociétés, un peu plus de bienveillance, je pense que ça serait déjà un bon début.
Après, pour le reste, ça me dépasse. Absolument. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Julien Paris de cette association Grandissons Ensemble. Merci beaucoup Ludovic Sylvestre d'avoir été avec nous en direct. Merci Juliette Fievet aussi pour votre engagement à tous les trois et pour ce que vous faites pour eux. Peut-être rappeler le site absolument, pour les dons, parce que j'imagine que vous avez toujours besoin de dons pour vous aider, tant qu'à faire. Le site c'est grandissonsensemble.org. Et ben voilà, vous le dites tellement mieux que moi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Dans un instant, un autre sujet beaucoup plus, encore plus triste, puisque on va revenir sur ces heures noires du 7 octobre avec cette belle association fondatrice de guerrières de la paix. Anna Assouline sera avec nous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et on reste ensemble jusqu'à 20h. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. Et on va parler d'une association qui est vraiment dans l'actualité. C'est depuis le 7 octobre dernier et l'attaque terroriste du Hamas en territoire israélien. Ce sont les guerrières de la paix. Aurélie Gros. Exactement, les guerrières de la paix qui souhaitent porter une autre voix en fin de compte au nom de la paix. Alors c'est très beau comme nom parce qu'on a guerrière qui est assez offensif et de la paix, ce qu'on cherche tous et qui est constitué de plusieurs femmes, des femmes israéliennes, des femmes palestiniennes, des femmes iraniennes, françaises, sénégalaises ou encore ouïghours. Et face au conflit aujourd'hui dont on entend encore parler, mais peut-être moins, mais on en entend encore parler et qui est extrêmement grave, elles se mobilisent pour porter une autre voix. Et justement, Anna Assouline et toutes ces jeunes femmes étaient encore mobilisées ce week-end à Paris, d'où sa fatigue. Et j'aimerais bien on est ravis de vous avoir, parce que ce que vous portez, c'est très très beau. Et nous dire un peu tout ça, comment ça a été fondé, et essayer de porter cette voix encore plus loin. Merci beaucoup. Donc déjà, merci de me donner la parole et de m'inviter pour justement mettre en lumière et relayer cette autre voix qu'on n'entend pas suffisamment malheureusement. Alors pour vous dire quelques mots de cette association et de sa création, les Guerrières de la Paix, c'est une association qui est née en France, qui a rassemblé des femmes françaises. À l'origine, c'était un noyau dur qui s'est constitué autour de femmes musulmanes et juives, mais pas que. Mais c'est vrai que l'impulsion est partie de femmes musulmanes et juives qui, dans un moment, c'était il y a 2 ans et demi à peu près, et on était dans un de ces nombreux épisodes où le conflit israélo-palestinien s'embrase et où, dans notre société, ça fait éclater de nombreuses divisions, de nombreuses fractures, beaucoup de haine entre les communautés. Et à ce moment-là, on était nombreuses à se sentir orphelines de voix qui nous représentaient, à refuser cette polarisation du débat, cette assignation, à devoir faire bloc dans des camps les unes contre les autres. Et donc on a décidé de constituer ce mouvement qui en fait donc porte ce nom, qui est une oxymore qu'on assume totalement, puisque et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans la tragédie qu'on est en train de vivre depuis bientôt 4 mois, cette position de la paix, de continuer de lutter pour la paix et la justice, c'est peut-être la position la plus révolutionnaire, radicale et courageuse qui soit, et donc c'est un vrai combat. Et ce combat aujourd'hui, ça représente combien de femmes dans cette association aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a l'association des Guerrières de la Paix, qui est donc une association française. C'est très difficile pour moi de vous donner des chiffres parce que il y a eu énormément d'adhésions depuis 4 mois et malheureusement dans cette terrible situation où notre engagement a été beaucoup plus regardé que d'habitude, il y a eu beaucoup d'adhésions. Donc je suis pas en mesure de vous le dire. Je sais qu'on est à nos rassemblements quelques milliers, qu'on est quand même. Oui. On a organisé plusieurs rassemblements depuis le 7 octobre. On continue. On était encore réunis, comme vous l'avez dit, samedi soir dernier, et on était donc rassemblés cette fois. C'est là qu'il y a eu, c'est la première mobilisation qui prend cette dimension internationale, puisqu'on était à Paris réunis autour de femmes palestiniennes et israéliennes qui sont venues en France. Et ça, je ne sais pas si on réalise à quel point ça demande du courage dans la période actuelle, qui sont venus en France ensemble pour interpeller le monde et témoigner de leur engagement pour la paix et la justice, qui encore plus que jamais dans la situation actuelle est indispensable et doit être entendu et relayé. Et puis on a aussi créé une chaîne de solidarité à l'international, et il y avait donc dans 11 endroits du monde, à San Francisco, à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, à Bruxelles,
Bruxelles, à Amsterdam, mais aussi à Marseille, à Lyon, à Narbonne, des gens qui se sont rassemblés sous le même mot d'ordre, qui étaient donc à la fois dans un même souffle et à l'unisson de demander un cessez-le-feu, mais aussi la libération de tous les otages. Donc voilà, ça c'était samedi soir à Paris. Et 3 jours avant l'attaque du Hamas, donc, vous aviez organisé un rassemblement avec des mères israéliennes et palestiniennes pour la paix. Comment est-ce que vous avez vécu le 7... Enfin, moi je me rappelle, je l'ai appris le matin au réveil, c'était un samedi et j'étais terrifié. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Alors, justement, la semaine qui a précédé le 7 octobre, on est rentré, pour être très précis, dans la nuit du 6 au 7 octobre. On était donc du 30 septembre au 6 octobre en Israël et en Cisjordanie. On a sillonné la région pour aller justement se confronter à la réalité du terrain de ce conflit avec notre délégation de femmes du monde entier, mais aussi de femmes françaises de toutes origines, tous horizons. On est allé rencontrer des militantes et des militants palestiniens et israéliens. On est allé à Ramallah, en Cisjordanie, à Houara. On est aussi allé dans les kibboutz qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre. Et d'ailleurs, on a passé une après-midi avec une militante qui a été tuée le 7 octobre. Et donc, on n'a pas organisé cette marche, mais on a participé et affirmé notre soutien à une marche co-organisée par 2 mouvements de femmes palestiniennes et israéliennes. Ces mêmes femmes qui étaient à Paris samedi dernier, que sont les mouvements Women Wage Peace et Women of the Sun. Et donc le 4 octobre, elles étaient des milliers à marcher ensemble à Jérusalem, puis sur les bords de la mer Morte, dans une grande marche qui s'appelait l'Appel des mères, pour dire ensemble qu'il fallait que ce conflit cesse, qu'il fallait que ce cycle de violence cesse, qu'elles ne voulaient plus enterrer leurs enfants. Et quand on pense à ce moment, qui a eu lieu seulement 3 jours avant qu'on bascule dans le chaos qu'on est en train de vivre depuis 4 mois, on a le sentiment que c'est presque irréel, hors du temps. Oui, irréel, hors du temps, d'autant que souvent les femmes sont les premières victimes de tous ces bombardements et souffrent de plus en plus. Est-ce que vous vous sentez là actuellement entendu, en tout cas en France, par nos dirigeants, parce que c'est aussi une affaire de dirigeants que les relations internationales. Est-ce que vous avez un sentiment que voilà, il y a quelque chose qui écoute un peu plus la voix des femmes? Écoutez, nous, c'est notre combat justement de faire entendre la voix des femmes et de faire en sorte que leur voix pèse, notamment autour des tables des négociations politiques, qu'on les entende. On s'appuie notamment beaucoup sur la... Pourquoi aujourd'hui particulièrement les femmes ne sont pas entendues à la table des négociations? Je ne sais pas si aujourd'hui particulièrement elles le sont pas ou si elles ne l'ont jamais suffisamment été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elles le soient. Et d'ailleurs, ça, quand on le dit, on s'appuie sur des choses très concrètes. Notamment, on parle beaucoup de la résolution 1325 de l'ONU, qui est une résolution qui prouve que lorsque les femmes sont autour des tables de négociations politiques, non seulement on arrive à trouver des accords de paix plus rapidement, mais en plus les solutions qui sont mises sur la table et adoptées sont beaucoup plus durables et beaucoup plus stables. Donc non seulement les femmes sont plus que légitimes et doivent être entendues, mais en plus, il semblerait qu'elles soient plus efficaces pour parler de paix et pour faire la paix. Et donc, effectivement, on continue de se battre. Alors non, pour vous répondre, je crois qu'on n'est pas encore suffisamment entendu, que ces femmes, surtout, ne sont pas encore suffisamment entendues, mais on va continuer de se battre pour qu'elles le soient de plus en plus. Et là, quand elles étaient présentes à Paris, elles ont fait de nombreuses rencontres, dont une rencontre à l'Assemblée nationale, à l'issue de laquelle on a demandé à nos députés de s'engager à la création d'un groupe d'études Israël-Palestine, parce qu'aujourd'hui, au Parlement, il existe des groupes d'amitié Israël, d'amitié Palestine. On traite toujours ces 2 questions de manière antagonique, séparée. Or, l'enjeu est convergent. C'est ce qu'on essaye aussi de défendre avec les guerres de la paix, qu'aujourd'hui, le destin de ces 2 peuples est lié, qui doit être pensé de manière collective, et donc on leur a demandé de s'engager à la création de ce groupe d'études. Ils ont dit qu'ils le feraient. On va suivre cette histoire de très près. Alors j'imagine que celles et celles qui vous écoutent sont admiratives de travailler, ou en tout cas de parler d'une voix commune. Difficile de ne pas prendre parti forcément. Comment ça se passe justement dans cette association? Parce que forcément quand les nôtres ont été tués, que ce soit d'un camp ou d'un autre, c'est difficile on a du mal à imaginer qu'on puisse faire corps avec, même si on est du même genre, avec le camp en face. C'est quoi la magie chez vous? Pourquoi ça fonctionne? Alors écoutez, c'est pas
Oui, c'est un peu magique, mais pas que. Et je crois que d'ailleurs, c'est difficile. Je pense que c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que pour chacune de nous, c'est un défi. Ça constitue un défi quotidien. On est en permanence challengé par des choses qui nous indignent, qui nous mettent en colère, qui nous rendent malheureuses, qui nous font parfois aussi nous sentir seuls. Et il y a cette volonté plus forte, effectivement, d'essayer de se comprendre, de s'écouter, de se mettre les unes à la place des autres. Tu parlais tout à l'heure de bienveillance. Je reprends aussi ce terme qui est fondamental et dont on manque beaucoup dans notre société aujourd'hui, de bienveillance et d'empathie et de capacité à comprendre la souffrance de l'autre, à ne pas penser que la souffrance de l'autre annule ou fait de l'ombre à notre propre souffrance, à comprendre encore une fois que tous nos combats s'additionnent les uns aux autres et qu'ils ne se divisent pas. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec ce groupe de femmes. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais en tout cas on est d'accord sur l'essentiel et on est d'accord pour se parler, d'accord pour s'écouter, d'accord pour faire preuve de tolérance aussi avec des sensibilités qui peuvent ne pas être toujours exactement sur les mêmes lignes, mais qui sur l'essentiel, et cet essentiel c'est la reconnaissance de l'autre et de sa légitimité, réussissent à bâtir du commun. Eh ben, c'est une très grande force. Anna Assouline, vous restez avec nous, cofondatrice de cette belle association. Alors c'est quoi? C'est un mouvement? C'est une association? C'est quoi? Ça a le statut d'une association. Quand on en parle, on dit que c'est un mouvement, puisque ça prend une dimension aussi internationale, mais voilà. Voilà, et ben ça s'appelle Guerrières pour la paix. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Dans les années 80, quand la première intifada a commencé, la première année, les femmes étaient très actives. La seconde, le Hamas a commencé à les menacer. J'ai été éduquée à devenir une femme libre. Et il y aurait maintenant un groupe qui voudrait limiter ma liberté ? Anna Assouline est avec nous, cofondatrice des Guerrières pour la paix, ce très très joli oxymore, et vous avez raison de le dire, il est vraiment ce que disait tout à l'heure Aurélie Gros, c'est vraiment assez magnifique. Ma question, quelle est la vision finalement, la vision de la paix que partagent ces femmes finalement entre eux, forcément plus concentrées entre israéliennes et palestiniennes, même si ce sont des femmes du monde entier, et vous l'avez dit, hein, de couches sociales différentes, de religions différentes, voilà, mais là on est vraiment sur deux peuples qui s'opposent. C'est quoi le point de convergence sur ce mot paix en fait? Elle est très philosophique, ma question. Oui, elle est très philosophique, mais elle est très importante. Il nous faudrait plus de temps que le temps qu'on a là pour y répondre correctement et entièrement, mais en tout cas pour aller à l'essentiel, ce qui rassemble ces femmes, c'est déjà ce refus d'être des ennemis les unes pour les autres, cette capacité, encore une fois, à se mettre à la place les unes des autres, à comprendre la souffrance de l'autre. On est sur un conflit où la question de la déshumanisation de l'autre, de la diabolisation de l'autre est très très forte, et donc où on a deux narratifs qui ne rentrent jamais finalement, qui ne se rencontrent jamais, et il existe très peu d'espace finalement où il est possible de se confronter à l'autre, alors qu'on est sur un espace très réduit, hein, géographiquement. Il y a des gens qui vivent vraiment des réalités parallèles sans jamais avoir conscience de la réalité de l'autre, et donc elle commence par ce travail-là, et ensuite sur les questions plus politiques, les mêmes choses. Qui sont toutes les deux victimes. Alors il y a des, bien sûr, toutes les deux victimes de manière différente. Il y a aussi une asymétrie qu'il faut quand même noter dans l'oppression que subit le peuple palestinien, dans le fait qu'il y ait une occupation, qu'il y ait la colonisation des territoires occupés, etc. Donc cette asymétrie existe. En revanche, il n'y a pas d'asymétrie humaine, et une mère qui perd un enfant, qu'elle soit palestinienne ou qu'elle soit israélienne, vit exactement le même deuil, la même souffrance, et ça nous paraît comme très très évident quand on le dit comme ça. Pourtant, aujourd'hui, cette question de l'empathie sélective, de l'incapacité de voir la souffrance de l'autre est quand même un vrai sujet dans la manière dont on regarde ce conflit. Et pour vous répondre un peu plus précisément sur leurs revendications communes politiques sur ce que devrait être la paix, dans leur mouvement, elles ne disent pas ce que devra comporter en termes de frontières, etc., l'accord de paix. Ce qu'elles disent, c'est que leur responsabilité en tant que femmes de la société civile, c'est de pousser leurs dirigeants à se mettre autour d'une table de négociation, et que tout accord bilatéral qui garantira aux deux peuples la sécurité, la dignité, la liberté et l'autodétermination, elles le soutiendront, et elles feront en sorte qu'il soit mis en œuvre. Mais est-ce qu'on peut faire la paix avec des gens comme le Hamas qui veulent la disparition de l'État d'Israël, et avec des gens comme les pro-colons les plus à droite, on va dire, en Israël, qui veulent chasser par exemple les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza?
Non, je ne crois pas. Parce et c'est là, pour ça que c'est pas la peine de se mettre autour d'une table, on sera d'accord sur rien. Bien sûr. D'ailleurs, dans leur discours samedi soir, une des femmes, elles étaient toutes d'accord d'ailleurs pour dire qu'il fallait se débarrasser des extrémistes au pouvoir qui mènent leur peuple dans l'abîme et dans le chaos et dans l'impasse. Le Hamas a gagné les élections à Gaza et il y a très longtemps. Hein. Oui, mais il les a gagnés quand même. Il s'est passé des choses depuis. Oui, et quel type d'élection? Pareil, les élections, ça ne veut plus dire grand-chose. Hein. On ne va pas s'étendre, on ne va même pas parler de la France. Alors après, il faut voir qui vote. On pourrait en parler longuement, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, je lisais récemment par une étude qui disait que, par exemple, Netanyahou n'était plus qu'à un peu plus que 15% d'opinion favorable en Israël. Il y a des manifestations toutes les semaines, il y a des gens qui se lèvent et des voix qui s'élèvent pour s'opposer à ces personnes qui sont au pouvoir, au gouvernement Netanyahou, mais aussi au Hamas. Les Palestiniens, moi je connais énormément de militantes palestiniennes, c'est très difficile aujourd'hui aussi, il faut avoir conscience de ce que risquent les gens. Nous, on commande ce conflit de l'extérieur, on se déchire, mais finalement, on risque peu de choses. On est quand même bien à l'abri des conséquences directes de ce conflit. Les gens qui vivent au cœur de ce conflit, les Palestiniens qui à la fois ne sont pas protégés par Israël et qui, en s'opposant de manière directe au Hamas, peuvent s'exposer, exposer leur vie, etc. C'est quand même une situation qui est très... sur la foule des Palestiniens qui manifestaient il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc c'est une situation qui est très difficile. Il est très difficile dans ce contexte-là de faire émerger des voix modérées, des voix humanistes, des voix qui veulent encore une fois sortir de ce chaos, mais pourtant ces voix existent. Et je crois que notre responsabilité à nous qui commentons ce conflit de l'extérieur, elle est précisément de mettre en lumière, de relayer et de renforcer ces voix, parce que je pense que la communauté internationale a un rôle à jouer, et quand on voit l'impasse dont vous parlez, et qu'on se demande comment on pourra en sortir, on ne peut que penser que peut-être il est temps que la communauté internationale joue son rôle, prenne ses responsabilités et pousse ces deux peuples à enfin trouver une solution politique et mettre un terme à ce conflit qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui dans le monde de femmes justement qui pourraient vous rejoindre ou qui vous ont rejoint, de dire nous voilà ce qu'on a fait opérationnellement, ce qu'on a mis en place dans notre pays justement pour retrouver un peu de paix entre nous. Est-ce que vous avez des exemples? Alors il y en a de très nombreux, et d'ailleurs dans notre mouvement, on a créé aussi le 8 mars dernier le Forum mondial des femmes pour la paix, qui est qui rassemble des femmes qui représentent des mouvements dans différents pays. Donc vous l'avez dit, il y avait des femmes iraniennes, le prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, il y avait des femmes libériennes, des femmes ukrainiennes, des femmes ouïghours, des femmes sénégalaises, marocaines. Donc il y a énormément de femmes dans ce mouvement qui représentent chacune des combats dans leur propre pays. Et pour vous donner un exemple qui est intéressant, puisqu'il y a un fil conducteur finalement dans cette idée de chaîne de solidarité entre les femmes du monde entier, et dans cette dimension aussi assez universelle des luttes de femmes. Les femmes de Women Wage Peace, dont on a parlé, qui ont organisé cette marche, lorsqu'elles ont créé leur mouvement, elles se sont inspirées d'un mouvement de femmes libériennes dont le Libéria a subi une terrible guerre civile il y a quelques années, faut le raconter, avec des viols en quantité mais incroyable, une guerre atroce. Exactement, et donc dans ce contexte-là, il y a un mouvement de femmes qui s'est créé autour d'une figure qui s'appelle Lima Gbowie, qui est prix Nobel de la paix, le Women of Liberia Mass Action for Peace, et ces femmes ont mené une action extraordinaire elles sont allées à chaque fois qu'il y avait des rencontres entre les dirigeants, des négociations, elles venaient, elles menaçaient, elles ont fait plein de choses que mais en tout cas elles menaçaient de se déshabiller parce qu'en fait c'est un sacrilège, donc c'était une manière, du coup les hommes se remettaient à parler parce que elles ont fait plein d'actions comme ça, et quand les femmes de Women Wage Peace ont créé leur mouvement, elles se sont inspirées, mais elles ont assumé cette filiation avec ces femmes. Et d'ailleurs la toute première marche qu'elles ont organisée dans le désert, les femmes du Libéria, 3 d'entre elles sont venues marcher à leur côté dans le désert de Jéricho. Donc voilà, je trouve que cette symbolique finalement d'une part d'universel dans nos luttes de femmes à travers le monde, et de cette solidarité internationale des femmes qui pour nous est une puissance de vie extraordinaire qui peut changer le monde, et est un bel exemple. Et comment on peut vous aider, à part vous de vous ouvrir le micro aujourd'hui, Aurélie Gros? Est-ce qu'il y a des... Alors déjà, je voulais savoir si tout le monde pouvait adhérer
adhérer aux guerrières de la paix, puisque je pense que plus on sera nombreux à porter cette voix-là, plus peut-être on sera entendu. Plus la famille. Il y a beaucoup de femmes qui risquent leur vie. C'est presque Grandissons ensemble qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est Grandissons ensemble. Mais voilà, est-ce qu'on peut adhérer? Vous m'avez répondu oui, parce qu'il faut aider toutes ces femmes. On voit la situation des femmes iraniennes aujourd'hui qui luttent aussi et qui, elles, risquent vraiment leur vie. J'imagine de votre côté c'est pareil, les femmes palestiniennes c'est pareil. Pour d'autres raisons. Oui. Mais il faut qu'on se mobilise tous. Alors comment on peut vous aider concrètement? Écoutez, concrètement, il y a comme toute association, évidemment, il faut des moyens pour faire des choses et pour mettre en place des actions, mais il y a aussi, évidemment, tout le monde peut nous rejoindre. On met en lumière et en avant la voix des femmes, mais les hommes peuvent être de précieux soutiens. Et puis, je crois qu'aujourd'hui aussi, il y a une manière très concrète et accessible pour tous de nous aider, c'est d'essayer de relayer ces voix à l'heure où, encore une fois, le débat dans notre pays est très polarisé sur ces questions et où on entend beaucoup trop les voix qui nous divisent et qui ajoutent encore plus de confusion et de haine à ce conflit. Vous n'avez pas été reçu par le ministre des Affaires étrangères? Non, pas encore. Vous pouvez... on va faire passer le message. Il y en a un nouveau en plus. Ouvrez donc votre agenda. ça devrait arriver du côté d'Aurélie Gros. Merci en tout cas Anna Assouline d'avoir été avec nous. Guerrièresdelappaix.fr, guerrièresdelappaix.com et on est surtout très active sur Instagram, donc vous pouvez nous suivre si vous voulez un petit peu être au courant des prochaines actions, etc. Ça se passe sur notre compte Instagram. Vous l'avez pas bien compris, c'est worldwide. Voilà, c'est pas français, c'est c'est sans frontières. Voilà, merci en tout cas Anna Assouline d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Julien Paris aussi, fondateur de l'association Grandissons Ensemble. On vous invite à chaque fois qu'on termine cette émission, en tout cas, à aller jeter un coup d'œil sur leur site internet. Vous allez certainement trouver des infos intéressantes et engagez-vous. Je vous assure, ça fait du bien et puis on se sent utile. C'est ça important aussi. Merci beaucoup Philippe David. Merci Aurélie Gros pour cette belle émission. À lundi prochain ou à 17h. À lundi prochain? Non, à lundi prochain, Aurélie Gros. Oui, parce que j'allais dire, mais quel jour sommes-nous? Merci à notre équipe formidable. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain à 17h. Salut. Et tout de suite, Sud Radio Rugby. Après, évidemment, Sud Radio, votre service avec la Dream Team, avec à sa tête un certain François Trio.